BFM Politique en compagnie d'Edwige Chevrillon, d'Olivier Beaumont, notre invité est donc Olivier Véran. Soyez le bienvenu dans cette émission. Je voudrais que nous commencions avec cette actualité. La panne des numéros d'urgence, elle a marqué l'actualité cette semaine évidemment. 5 morts a priori selon nos informations, dernier bilan. Il y a une enquête en cours. Que pouvez-vous nous dire, que savez-vous aujourd'hui de ce qui s'est passé ? Nous avons dit ce que nous savions, à savoir qu'il y a eu un problème chez Orange, a priori lors de la mise à jour d'un système logiciel qui a fait déconnecter partiellement ou très globalement l'ensemble des numéros d'appel d'urgence, donc le SAMU, les pompiers, enfin des numéros très importants pour le quotidien des Français, sur l'ensemble du territoire. Et donc, il a fallu mettre en place en urgence des systèmes B, des systèmes D plutôt, avec des numéros de téléphone à 10 chiffres, communiquer massivement via les préfectures, les SAMU, les pompiers, pour que les Français soient les moins gênés possibles. Il y a sans doute effectivement un impact pour un certain nombre de nos concitoyens liés à ces dysfonctionnements graves. Il faut évidemment faire toute la lumière en transparence, c'est-à-dire vérifier chaque situation. Est-ce qu'il y a une perte de chance pour des malades ou pour des gens qui attendaient une intervention? Il faut surtout faire ce qu'on appelle un rétexte, c'est-à-dire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans un pays comme la France avec un dysfonctionnement aussi important des numéros d'urgence? Est-ce qu'il faut prévoir des circuits parallèles de sécurisation? Il faut que Orange rende des comptes, mais je crois qu'ils sont dans cette démarche-là. Et vraiment, encore toute transparence, on dise aux Français, voilà ce qui s'est passé, voilà le bilan. Voilà comment est-ce qu'on a été aussi capable de réagir. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au SAMU de Paris pour féliciter les équipes qui n'ont pas enregistré de fortes activités supplémentaires aux urgences ou en réanimation et qui ont fait quasiment le même nombre de sorties de véhicules du SAMU, compte tenu de l'opérationnalité des systèmes qu'ils ont mis en place très rapidement. Olivier. Malgré tout, Olivier Véran, vous parlez de retour d'expérience. Qu'est-ce qu'à ce stade, ce qui vient de se passer vous a déjà appris? Qu'est-ce qui peut changer? Et surtout, la question que se posent tous les Français, est-ce que ça peut à nouveau se produire? Ce qui est certain, c'est que vous avez en la matière non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Oui. Une obligation de résultat. Ça veut dire qu'un dysfonctionnement comme celui-ci, très grave, ne peut pas arriver, ne doit pas arriver, et pourtant, n'aurait pas dû. Et pourtant, c'est arrivé. Donc le retour d'expérience, c'est qu'est-ce qui l'a provoqué? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de sécurisation de réseaux secondaires d'appels pour faire en sorte de limiter ou qu'il n'y ait pas d'impact du tout d'ailleurs pour les Français? Et qu'est-ce qu'il faut modifier à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus jamais? C'est une première, il faut que ce soit la dernière, c'est une évidence. Je voudrais s'il vous plaît profiter de votre présence pour essayer d'avoir des informations sur l'évolution de la situation Covid-19 dans le sud-ouest. On sait que 2 départements étaient particulièrement préoccupants a priori, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Dans les Landes, il y aurait une 50aine de personnes touchées par le variant, alors qu'on appelle Delta maintenant, c'est le variant indien. Le variant indien qu'on appelle Delta, les classifications ont changé. Oui. Que savez-vous ce matin ? Ce que je sais d'abord, c'est que de façon globale, la situation épidémique continue de s'améliorer fortement dans l'ensemble du pays. On a un taux d'incidence qui est en dessous de 100, on atteint les 2500 patients Covid en réanimation et tous les indicateurs sont à l'échelle macro du pays au vert, c'est-à-dire que le déconfinement progressif annoncé par le président de la République et que nous avons mis en place à partir du 19 mai, mais aussi en amont la réouverture des collèges, des écoles, n'a pas cassé cette dynamique vertueuse de réduction de l'épidémie. Ce qu'on voit aussi, c'est plusieurs phénomènes. D'abord, un phénomène général qui n'est pas propre au sud-ouest et pour lequel j'ai une alerte d'un certain nombre de médecins, c'est qu'il y a les Français se font vacciner en masse. En masse. Et c'est heureux, mais on constate un réflexe qu'il faut absolument quitter. C'est un réflexe chez certains Français qui, à peine reçu une première injection de vaccin, relâchent leurs efforts. Et dans les services d'urgence ou dans les services hospitaliers, on a un certain nombre de patients qui ont été ce qu'on appelle primo-vaccinés, qui n'ont donc pas encore une protection complète, mais qui se sont crus trop tôt à l'abri. Donc je le rappelle aux Français, vous êtes protégés lorsque vous êtes à quelques jours après la 2e injection. Le niveau de protection conféré par une seule injection, et surtout juste quelques jours après, est beaucoup trop faible pour que ça change quoi que ce soit dans votre quotidien. Donc vigilance là-dessus. 2e niveau de vigilance, c'est la traque que nous menons contre le variant Delta, le variant d'origine indienne. Quand je dis que nous menons une traque, c'est qu'il n'y a pas du tout la même situation en France qu'en Angleterre. En Angleterre, ils ont augmenté l'incidence, la circulation du virus, ils l'ont presque doublé en 2-3 semaines du fait de cette forte pénétration du variant indien. Votre homologue britannique dit ce matin qu'il est 40% plus transmissible. Il est 40% plus transmissible et c'est pour ça que nous le traquons de manière la plus, je dirais, déterminée qui soit. Et je constate que semaine après semaine, nous n'enregistrons pas de diffusion communautaire de ce variant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension de l'épidémie. En revanche, il y a des clusters, et notamment un cluster dans les Landes avec des transmissions intrafamiliales. Et donc les équipes sur place font un vrai travail d'enquête, mais vraiment un travail d'enquête. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les personnes qui sont contaminées,
vont évidemment identifier les cas contacts pour les isoler, les tester, mais ils vont aussi chercher les personnes qui ont pu contaminer les personnes qui sont elles-mêmes positives. Et donc on remonte comme ça les chaînes de contamination. Ce qu'on aurait dû faire pour n'importe quel Français au cœur de la pandémie. C'est ce qu'on a fait dans un certain nombre de situations, ce qui honnêtement n'était pas faisable lorsque vous aviez 30 ou 40 000 contaminations par jour, parce que là il aurait fallu mobiliser 1 million de personnes au quotidien pour faire que ce travail-là, mais que nous sommes capables de faire d'une part parce que le niveau de diffusion de l'épidémie est plus faible, environ 8000 cas par jour désormais, et que nous faisons de façon encore plus déterminée lorsqu'il s'agit d'un variant qui nous inquiète. Donc il y a quelques dizaines de cas dans les Landes, mais aujourd'hui nous ne sommes pas dans une diffusion communautaire dont nous aurions perdu la capacité de tracer. Et ensuite, vous avez des départements dans le sud-ouest de la France dans lesquels la prévalence, c'est-à-dire le taux de contamination de la population au cours des vagues précédentes est très faible. Parce que l'épidémie a été beaucoup plus faible dans le sud-ouest du pays que dans le Grand Est, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a plus de personnes qui restent à contaminer, entre guillemets, dans ces territoires-là. Vous avez aussi des phénomènes de clusters scolaires, de quelques fêtes clandestines qui ont pu entraîner une activation de la contamination. Et enfin, nous partons d'un niveau de diffusion du virus qui était bas, ce qui veut dire que proportionnellement, forcément, ça augmente plus vite quand vous commencez à tester plus. Et on teste plus en ce moment dans le sud-ouest du pays. Donc pas d'inquiétude majeure à ce stade. En revanche, une action déterminée. Et c'est aussi, pardon pour l'expression, une forme de carte postale du virus. À l'heure où nous relâchons nos efforts et où nous profitons des libertés retrouvées, et à quelques encablures de pouvoir ouvrir les restos, les salles de sport, etc., on ne relâche pas nos efforts, pas maintenant, ce serait vraiment trop idiot. Alors Olivier Véran, vous parliez d'inquiétude, une inquiétude pour savoir si, alors que les Français vont, du moins pour certains, partir en vacances, est-ce que les TGV sont des clusters ambulants? Il y a une enquête qui a été faite sur un Lyon-Montpellier par l'inspection du travail du Rhône et qui révèle qu'il y a une difficulté, en tous les cas, sur le renouvellement de l'air dans les TGV. Sudrail aussi, le syndicat, a exercé son droit d'alerte sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rassurer alors que peut-être qu'on va prendre un TGV? Je peux vous rassurer, il y a un protocole sanitaire qui est en vigueur dans les transports en commun, mais pourtant, les métros, les bus, les trains, les chiffres, les avions, et vous avez le port du masque dans les trains. Il faut limiter la possibilité de prendre des aliments quand on est en voyage en train. On garde le masque le plus possible, on se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique. Encore une fois, les transports en commun, ils sont vitaux pour la nation. On ne peut pas supprimer les bus, les métros, les trains. J'entendais parfois des gens qui me disaient, mais regardez, on est entassés. Non, mais est-ce que l'effort est suffisamment fait par la SNCF en tous les cas? L'effort est fait. Alors, je vous le dis en tant que consommateur, j'étais hier en région pour un déplacement et j'ai pris le train et à nouveau, les gens portent le masque, sont sérieux, il y a du gel hydroalcoolique. Enfin, honnêtement, les conditions sanitaires sont vraiment respectées, qui limitent le risque de contamination. La phrase, est-ce que le train est un cluster ambulant? La réponse est non. Si c'était le cas, on l'aurait vu, puisque les trains n'ont pas cessé de fonctionner. On avait réduit l'offre de transport lorsqu'il y avait des réglementations qui nous empêchaient d'aller d'une région à une autre, par exemple. Nous avons besoin des transports en commun, en France comme dans le reste du monde. Je crois qu'il faut encore une fois avoir conscience qu'on n'est jamais complètement à l'abri, avoir la conviction qu'on fait toujours le maximum pour se protéger et protéger les siens. Par contre, ne pas créer de la phobie là où il faut juste de la vigilance. Alors pour le coup, il y a aussi des conditions qui sont créées. Et je vais vous montrer des images, monsieur le ministre, que j'ai moi-même filmées. À l'arrivée à Roissy, l'arrivée d'un vol pour Porto, je m'y trouvais pour la Champions League. Regardez ces images, vous les voyez sur l'écran juste derrière vous. Les avions à Roissy débarquent et les gens sont entassés dans ce couloir. Alors, il y a là-dedans ceux qui sont en transfert, ceux qui doivent sortir pour présenter un test PCR, passer la douane. Là-dedans, il y avait des supporters de Manchester, donc des Britanniques, qui a priori est un pays que l'on surveille avec plus d'attention. Vous n'êtes pas ministre des Transports, vous n'êtes pas le patron de l'ADP, les aéroports de Paris, mais vous êtes ministre de la Santé. Que vous évoquent ces images? Les règles de transport au niveau de l'Union européenne, elles sont très claires. On est dans ce qu'on appelle une zone verte, à l'exception, et l'Angleterre qui n'est pas dans l'Union européenne fait partie des pays en zone orange, c'est-à-dire que pour pouvoir vous déplacer au sein de l'Union européenne, vous devez avoir la démonstration que vous avez été vacciné et correctement vacciné, ou présenter le résultat d'un test avant de partir. Donc lorsque vous montrez un aéroport avec un aérogare d'arrivée, les gens qui sont sortis de l'avion, par définition, ont dû présenter le résultat d'un test négatif, donc réalisé dans les 72 heures avant qu'ils prennent l'avion, ce qui limite premièrement les risques. Ensuite, toutes les personnes que vous voyez sur cette vidéo portent un masque. Ensuite, ils sont dans un espace, certes entassé, mais un espace qui est très, très, très vaste avec une circulation de l'air. Et ensuite, les personnes vont être, lorsqu'elles viennent d'Angleterre, vous le savez, avec un confinement qui leur est exigé, parce que l'Angleterre est un pays que nous surveillons, vous l'avez dit, compte tenu du variant indien, etc. Encore une fois, on est dans la limitation, la réduction des risques.
J'entends ce que vous dites. Sans empêcher les gens de pouvoir se déplacer lorsqu'ils ont besoin de le faire. Il y a des motifs motifs impérieux qui sont exigés. Vous ne voyez pas à minima un problème d'organisation là le problème, là, il est à cet instant-là. Je vous en parle pourquoi ? Parce que nous allons tous partir en vacances et que là, on était à la fin du mois de mai. Oui. Et que va-t-il se passer en juillet et en août ? Je vous redis qu'il y a des critères pour pouvoir se déplacer, que nous prenons toutes les garanties avec des tests qui doivent être négatifs, ou la vaccination, ou alors on empêche les gens de décoller en avion lorsqu'ils présentent un test qui est positif, etc. Vous n'éradiquerez pas le risque, on ne fera pas tomber le risque à zéro, et on ne va pas mettre tous les gens à 2 mètres les uns des autres en permanence. Non, mais par exemple, mettre quelqu'un à la sortie de chaque avion qui vérifie un test PCR, peut-être que ça évite que les gens... Mais c'est le test est vérifié avant que les gens prennent l'avion. Alors pourquoi faut-il le revérifier à la sortie ? Justement parce que nous avons une double sécurité. C'est une double sécurité. Vous voyez, vous me dites qu'on a un excès de protection parce qu'on fait une double sécurité. Juste après, on va avoir dit qu'on n'est peut-être pas suffisamment protecteur. Encore une fois, les règles d'organisation au sein des aéroports, des ports, des aérogares, etc. sont extrêmement complexes compte tenu de l'afflux de passagers. C'est d'ailleurs pareil dans toute l'Europe. Ce qu'il faut, c'est que les protocoles sanitaires soient respectés et on limite énormément les risques. Et d'ailleurs, nous n'enregistrons pas de, c'est important de le savoir, avec le retour d'expérience que nous avons, nous n'enregistrons pas de clusters monumentaux issus des avions, des aéroports et des aérogares, alors que nous testons beaucoup. La France est le pays sans doute qui teste le plus aujourd'hui dans les aéroports et nous avons mis en place les règles les plus dures s'agissant des pays pour lesquels nous estimions qu'il y avait des risques, comme par exemple l'Angleterre. Donc on limite le risque au maximum et on continue de vivre en faisant attention. C'est cela aussi, vivre avec le virus. Olivier. Alors la question du port du masque en extérieur. On voit que dans certains territoires, il y a des mesures qui sont prises pour ne plus l'obliger. L'Oise a pris pour les communes de moins de 10 000 habitants cette mesure. Là, c'est tout récent. Est-ce que vous pouvez annoncer aujourd'hui que les Français pourront partir en vacances sans avoir à porter le masque, par exemple sur la plage et plus globalement en extérieur ? Le port du masque en extérieur, il correspond à plusieurs situations avec des niveaux de risque différents. Et chacun peut comprendre que si je suis tout seul sur une plage, le masque ne va pas protéger les gens autour de moi puisqu'il n'y a personne autour de moi. Et au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on porte le masque à l'extérieur, c'est davantage pour protéger les autres au cas où on serait nous-mêmes contaminés que pour se protéger soi-même. Donc vous avez les situations des grands espaces. Vous avez les situations où vous n'êtes pas forcément en bord de mer, mais vous êtes dans des parcs, dans des jardins ou dans des rues où vous allez croiser très peu de personnes. Ça, c'est un deuxième niveau de risque qui est un risque assez faible. Et vous avez un troisième niveau de risque qui est plus élevé, qui est je suis dans une petite ruelle où je fais la queue devant un commerce, où je suis amené à rentrer dans un commerce, à en sortir, etc., où le port du masque doit pouvoir rester un peu plus longtemps la règle. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin du mois de juin, au cours du mois de juin, on ne se pose pas la question de relâcher au niveau national le port du masque à l'extérieur. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l'extérieur un jour de plus que ce qui sera nécessaire. Et donc, on continue d'enregistrer une baisse de la circulation du virus, mais on se reposera la question pour l'été. Et les Français auront évidemment les réponses à leurs questions. Juste si on était à 1,50 m les uns des autres sur une plage, est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on peut enlever son masque ? Aujourd'hui, les règles en vigueur de port de masque, partout où le masque est obligatoire, le masque est obligatoire. C'est par définition. Ensuite, on aura un discours plus général sur le port de masque en extérieur au cours de l'été. On ne laissera pas les Français porter un masque en plein cagnard. Il y aura des règles différenciées alors, voilà. C'est ça, il y aura des règles différenciées. Il peut y avoir des règles différenciées. Nous verrons aussi ce que nous recommandent les autorités sanitaires, comme elles l'ont fait depuis le début. Et on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger. On échange de nos pratiques et de nos expériences. D'accord, donc il y aura de nouvelles instructions. Mais il n'y aura pas de coup de soleil masque, comme j'ai pu le voir, avec des gens qui porteraient sur leur transat sur la plage. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est à une étape qui est cruciale pour la vie de notre pays, qui est la réouverture des restaurants, etc. Donc on ne mélange pas tout, parce que sinon, on va prendre le risque de tout rater. Olivier Véran, justement, vous le disiez, mercredi, c'est le grand jour que tout le monde attend, parce que c'est une étape très importante dans le déconfinement, avec le couvre-feu à 23 h, les cafés, tout le monde qui réouvre. Bref, on va pouvoir recommencer à vivre. Est-ce qu'en même temps, vous vous dites, est-ce que ça se déroule un peu comme vous l'espériez il y a encore quelques jours ? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet ? Justement, vous parliez avec Jean-Baptiste de ce qui se passe dans le Sud-Ouest. Est-ce que ça va se passer bien ? Ce que je constate, c'est que lorsque le président de la République a annoncé un plan de déconfinement en plusieurs phases, certains disaient c'est trop tôt. Je constate que nous avons encore une baisse de 20 à 25% de la circulation du virus chaque semaine, que nous avons atteint un niveau d'hospitalisation au quotidien qui est un niveau comparable à celui du mois de septembre, que nous n'avions pas connu depuis le mois de septembre, et qu'à l'évidence, ce déconfinement progressif se passe bien. Donc on continue à respecter les règles, même quand les règles persistent. On continue de profiter davantage de la vie lorsque les règles sont allégées. Et
le virus va continuer à décliner. On descendra ensuite en dessous des 5000 cas, puis on descendra aux alentours des 2000 cas. Et alors là, on aura, je dirais, gagné cette bataille. Est-ce qu'on aura gagné la guerre? Je l'ai toujours dit, je le redis, nous serons sûrs d'avoir battu définitivement le virus que lorsque nous aurons atteint novembre ou décembre prochain, c'est-à-dire lorsque l'automne et les conditions climatiques de circulation du virus seront telles que nous serions exposés à une vague. Si la vague n'arrive pas, alors nous pourrons dire le Covid, c'est du passé. Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Donc on reste vigilant. Mais on vit. Alors, outil de ce retour à la vie normale, c'est le pass sanitaire. Et oui, exactement. À partir du 9 juin, le pass sanitaire fait son apparition. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Vous avez beaucoup communiqué sur cela, mais pourtant, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quelles seront les règles simples et élémentaires d'usage de ce pass sanitaire? Vous avez deux grands cadres de recours du pass sanitaire, le pass voyage et le pass activité. Le pass voyage, c'est pour me déplacer au sein de l'Union européenne. Je dois présenter la preuve que j'ai été vacciné, sinon je dois faire un test PCR ou un test antigénique selon les pays. Le pass sanitaire, ça veut dire que si quelqu'un est vacciné, on ne va pas l'obliger à continuer à faire des tests. S'il n'y avait pas de pass sanitaire, on dirait à la personne, pour voyager, tu dois faire un test. Voilà. Et là, donc, il n'y a plus besoin de faire des tests. sur le pass donc sanitaire, on n'impose pas la vaccination, par contre on allège les contraintes sanitaires pour les personnes qui sont vaccinées. Et le pass activité, c'est-à-dire pour certaines activités avec un fort brassage de population, des grands événements internationaux, des grands salons, plus de 1000 personnes, plusieurs milliers de personnes, etc., on demande la même chose aux gens. C'est-à-dire que là où on aurait normalement demandé à tout le monde de faire un test avant de rentrer, là on leur dit, si vous êtes vacciné, ce n'est pas la peine de faire un test. C'est ça la logique du pass sanitaire. Et donc vous avez des applications numériques, Tous Anti-Covid, avec le Tous Anti-Covid Carnet, travaillé par Cédric O. Vous avez la preuve papier qui peut vous être donnée gratuitement quand vous vous faites vacciner ou par l'assurance maladie. Vous pouvez le trouver aussi sur France Service, sur l'espace numérique, et qui vous permet de vous balader et d'avoir la preuve que vous êtes protégé, que vous n'avez donc plus besoin de faire ce test. C'est des situations encore une fois exceptionnelles, ça ne va pas rythmer le quotidien des Français. Ça ne rythmera pas le quotidien des Français. Ça ne rythmera pas d'un point de vue pour aller au resto, pour aller dans un bar, bien le répéter parce que pour aller, gens, bien sûr, il y aura pas pour aller au Cinoche, il n'y aura pas besoin de présenter ce pass sanitaire. Et d'un point de vue pratique, Olivier Véran, ça peut être exigé. Les festivals. Donc le papier ou l'application, et il sera uniformisé au niveau européen, donc qu'on aille en Italie, au Portugal ou chez nos voisins belges, ce sera le même QR code, ce sera la même chose, tout ça sera sur certains en place dès mercredi. D'ici à la fin du mois de juin, nous aurons harmonisé en coordination européenne tout cela. Je voudrais qu'on parle de vaccination. Est-ce que vous pouvez nous dire, elle se poursuit évidemment, à un rythme que vous estimez suffisant, mais est-ce qu'on peut faire un petit peu un point de savoir où en est-on aujourd'hui? On a vacciné plus de 80% des personnes âgées. Oui. On a vacciné plus de la moitié des adultes de ce pays. Et il y a un engouement qui ne se tarit pas des Français pour la vaccination. Hier, on a fait le meilleur samedi depuis le début, 540 000 vaccinations. Un samedi, souvenez-vous des samedis du mois de mars et du mois d'avril. Moi, j'avais toujours dit, quand on aura plus de doses, on fera plus de vaccinations. On a plus de vaccins, on a plus de vaccinations. On a battu le record vendredi avec 750 000 en une seule journée. On l'avait battu la veille pour un jeudi avec 710 000. Donc ça va crescendo, ce qui est une très bonne nouvelle. Et vous savez, Edwige, je vois quelque chose. C'est qu'il y a quelques mois, on disait, et c'était vrai, la France était le pays européen ou l'un des pays européens où le taux de confiance dans la vaccination était le plus faible. Et on se disait, aujourd'hui, la France est l'un des pays de l'Europe au sein duquel le taux de confiance dans la vaccination et l'envie de se faire vacciner est le plus fort. Donc ça montre aussi qu'en France, on est capable de douter, de remettre en question, on a besoin d'avoir des réponses, mais ça montre aussi que quand les conditions ont la confiance, avec une logistique qui fonctionne, avec un vaccin qui est sûr et efficace, alors les Français font confiance. Donc on va continuer d'augmenter la couverture vaccinale, une étape importante la semaine prochaine avec les ados. Et moi je souhaite, vraiment j'invite les Français, il y a des créneaux qui sont disponibles dans plein de centres, si vous voulez vous faire vacciner aujourd'hui ou demain, vous pouvez trouver des créneaux disponibles, il faut faire monter cette couverture vaccinale, plus vite on sera arrivé à ce qu'on appelle l'immunité collective, plus de chances on aura de dire bye-bye au virus pour de bon. Et comment fait-on quand on est en vacances, quand on part en vacances et que l'on n'est pas encore vacciné? Réponse du ministre de la Santé dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. La suite de BFM Politique avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. La vaccination donc des vacanciers, s'il vous plaît. C'est un peu précis, vous avez expliqué des choses, je voudrais qu'on y revienne. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui vont partir en vacances. Or, peuvent-ils se faire vacciner sur leur lieu de vacances ou faut-il qu'ils se fassent vacciner avant de partir, quitte à faire la deuxième dose ailleurs ou attendre et revenir au même endroit pour la faire? Quelle est la politique que vous encouragez?
Vaccinez-vous au mois de juin, on a des vaccins, on a des créneaux, protégez-vous le plus vite possible, certainement pas attendre. 2, la règle générale, c'est on aura son rappel de vaccination là où on a eu sa première injection. On ne peut pas demander aux Varois, aux pompiers varois, en plein été, de vacciner 6 millions de franciliens. 3, on a créé de la flexibilité, c'est-à-dire que le rappel de vaccination en Moderna ou en Pfizer, au lieu d'avoir lieu 42 jours après la première injection, pour avoir lieu jusqu'à 49 jours après la première injection. Il y a un battant de 15 jours, ce qui doit permettre à chacun de pouvoir s'organiser. 4, on fait ce qu'on appelle un backup, pardon pour l'anglicisme, avec quand même des doses supplémentaires de vaccins qui seront envoyées sur le littoral pour les personnes qui seraient vraiment en situation d'incapacité de se vacciner, de faire leur rappel là où ils se sont fait vacciner la première fois. Olivier. À partir du 15 juin, les 12-18 ans pourront également se faire vacciner. Est-ce que ça veut dire que la prochaine étape, ce sera la question des plus jeunes, ou est-ce que vous en êtes dans votre réflexion sur cette question-là? Peu avancé sur les plus jeunes. On est sur les 12-18 aujourd'hui. Les enjeux, on les connaît, ouverture des collèges, des lycées. Les jeunes ados peuvent aussi faire des formes, c'est très rare mais graves, peuvent aussi avoir des séquelles un peu plus tardives et sont potentiellement plus contagieux que les enfants un peu plus jeunes encore. On n'a pas les données suffisantes encore pour les plus jeunes enfants. Il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, on se concentre sur les ados, ce qui est déjà bien. Vous parliez tout à l'heure d'immunité collective, Olivier Véran. Est-ce qu'il faut aller vers une vaccination obligatoire? Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations ce matin de l'épidémiologiste Martin Blachier qui demande à rendre obligatoire la vaccination pour les populations les plus vulnérables. Est-ce qu'on ne va pas y arriver d'une manière ou d'une autre? Alors, on est déjà à plus de 80% de la vaccination des personnes âgées fragiles. Ça continue de monter. Moi, je crois, encore une fois, l'explication, la confiance, la mise à disposition des vaccins. On va atteindre des taux de couverture qui vont être assez inédits dans l'histoire de notre pays sans avoir besoin de contraindre les gens. Il faut convaincre ceux qui sont encore hésitants et rien surtout, à la demande du président de la République, faire le aller vers, c'est-à-dire continuer d'aller vacciner les plus fragiles chez eux, mettre des circuits ambulatoires de vaccination, des vaccibus ou des stands de vaccination au pied des tours dans certains quartiers populaires où il y a un peu plus de défiance ou auprès des populations rurales qui sont isolées, qui peuvent être en difficulté. On fait vraiment le max pour permettre à tout le monde d'y accéder. Alors justement, vous dites qu'il faut encore convaincre les plus hésitants. Et effectivement, il y a encore une proportion non négligeable de Français qui refusent, qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils disent même que ce n'est pas un vaccin. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui ne veulent pas participer à cet effort collectif que vous appelez de vos voeux? On est à moins de 20% aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous dites aux plus sceptiques? Ça se réduit de semaine après semaine. Je ne me ferai jamais Il y a vacciner. deux catégories de sceptiques. Il y a ceux qui ont peur. Et là, il faut les rassurer, leur expliquer. Ils vont voir leur médecin s'ils ont un doute. Mais leur médecin leur proposera le vaccin. Et il y a ceux qui, par principe, considèrent qu'on veut les empoisonner. C'est-à-dire les complotistes. Là, alors, ils sont très peu nombreux. Ils font beaucoup de bruit et on leur donne beaucoup de visibilité. En réalité, ils sont très très peu nombreux, ces personnes-là. Que voulez-vous que je vous dise? On ne va pas les forcer parce que sinon, ce serait, à mon avis, très très compliqué. En revanche, il faut ne pas leur donner une caisse de résonance trop importante. Parce que leur objectif, c'est de créer de l'inquiétude et de l'angoisse. Et c'est de partager cette espèce de, pardon pour le mot, mais parfois qui confine parfois au délire collectif. Quand on vous parle de la 5G ou des nanocapteurs qui sont là pour vous espionner, les Français sont loin d'être idiots. Ils sont à plus de 80% convaincus par la vaccination. Il y a encore une part d'eux qui hésitent et qui se feront vacciner bientôt. Encore un mot, s'il vous plaît, avant que nous changions de sujet. Comment faire pour faciliter la détection des personnes qui ont été asymptomatiques? Comment faire pour généraliser ces tests sérologiques ailleurs que dans les centres de vaccination? Pourquoi ne pas les rendre possibles dans une pharmacie, chez un médecin généraliste, par exemple? Il y a des tests sérologiques qui existent depuis des mois, qui sont accessibles en laboratoire quand on veut connaître son statut sérologique. Les tests sérologiques rapides, nous allons les diffuser. On en a plusieurs millions en France. On privilégie les centres parce que vous apporte l'information de savoir si vous avez des anticorps contre le Covid? Si vous avez des anticorps contre le Covid et que vous n'êtes pas vacciné, il faut de toute façon vous faire vacciner. Oui, mais on se fait vacciner dans une pharmacie, donc c'est un peu absurde. Vous faites vacciner, pardon? On se fait vacciner dans une pharmacie, donc c'est un peu absurde de ne pas pouvoir faire un test sérologique dans une pharmacie. D'accord, j'ai compris votre question, pardon. On va rendre accessibles des tests sérologiques rapides dans tous les endroits où on peut vacciner. Ah, d'accord. On privilégie les centres au cours du mois de juin progressif parce qu'il faut être capable de doter tout le monde, mais on va généraliser ces tests sérologiques rapides gratuits, encore une fois, pour les Français. On change de sujet? Juste avant, tout dernier mot, AstraZeneca, il reste des doses ou pas? Et vous allez en faire quoi? Il reste des doses. On fait les rappels de vaccination des personnes qui ont une première injection. Ça concerne quand même du monde. Et donc, on fait encore plusieurs dizaines de milliers de vaccinations par Astra toutes les semaines. Et ensuite, il y a des donations qui se font. Le président de la République est vraiment le chef d'État qui insiste le plus pour qu'on puisse faire des dons de vaccins pour les pays pauvres qui ne peuvent pas se fournir via des institutions internationales qui permettent de couvrir les pays qui sont en situation qui ne sont pas comme en Europe, qui n'ont pas pu passer des contrats avec les labos. Et on a intérêt à vacciner toute la planète si on veut éradiquer le virus.
Juste là-dessus, Oui. on pourrait se dire, Ouais. c'est pas assez bien pour nous, on l'envoie dans les pays pauvres. Quoi. Non, c'est pas que c'est Sur pas assez l'image, bien pour c'est pas nous, c'est génial. qu'aujourd'hui, nous avons vacciné une écrasante majorité des personnes qui pouvaient recevoir ce vaccin, Mm. les 55 ans et plus. Ils sont massivement protégés aujourd'hui. Donc, comme on a encore des vaccins, eh bien, on en fait des systèmes de donation. C'est aussi un triste anniversaire aujourd'hui, Olivier Véran, les 40 ans du VIH. Alors, les malades du sida, on voit, ils sont accompagnés, ils sont toujours en vie, enfin, du moins évidemment pour une partie d'entre eux, mais en revanche, ils ne sont toujours pas guéris. Pourquoi on n'arrive pas à sortir un vaccin contre le sida? Ce n'est pas du tout le même mécanisme. Le VIH, il s'attaque aux cellules immunitaires. Oui. Et donc, il s'attaque aux cellules qui sont censées nous accorder une protection contre des infections. Donc, le mécanisme de vaccination est beaucoup plus complexe que pour des virus comme le Covid. Ce n'est pas qu'il y a eu moins d'efforts sur le sida. Il y a un effort sans précédent sur la recherche de vaccins contre le sida. Les vaccins à ARN messager, j'ai vu qu'une publication de Moderna notamment, pourrait nous permettre d'envisager demain pouvoir vacciner contre le VIH. Ce serait formidable. Dans l'intervalle, on continue une politique de lutte très forte dans notre pays, avec du dépistage. Là, j'ai autorisé les médecins de ville, les médecins généralistes, à prescrire en première intention ce qu'on appelle de la PrEP, qui est une forme de trithérapie light pour des personnes qui estiment qu'elles sont à risque d'attraper le VIH du fait de leur pratique, par exemple. Donc on simplifie cet accès-là. On continue de déployer des moyens d'accompagnement. Aujourd'hui, les gens peuvent vivre des décennies en étant porteurs du VIH ou du sida. On ne meurt plus comme dans les années 80 du VIH et du sida grâce au traitement qui prolonge de façon très conséquente l'espérance de vie des personnes, mais il y a encore des Français qui sont contaminés, qui ne le savent pas, et donc qui sont à risque de transmission. Un mot plus global de notre fonctionnement. Alors, le système de santé français est unique, est extrêmement protecteur pour nous tous, sauf que les dépenses ont explosé. Votre confrère au gouvernement des comptes publics dit que le coûte que coûte, ou le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On ne peut plus se le permettre. Est-ce qu'aujourd'hui, notre système unique, si protecteur, est menacé, Olivier Véran ? D'abord dire que le quoi qu'il en coûte, ça a été sans doute la plus grande mesure sociale du siècle qui vient de s'écouler. L'État a payé les salaires de millions de salariés français. L'État a pris en charge à 100% par l'assurance maladie les tests, les vaccins, les tests sérologiques, les hospitalisations, les transports, la télémédecine, tout. Donc tout cela a eu évidemment un coût important pour notre nation. Mais ce n'est pas une dépense à perte. C'est d'abord une dépense qui a permis de limiter, et nous le verrons dans les mois qui viennent, l'impact de l'épidémie sur la pauvreté. Là où d'autres pays autour de nous vont connaître une vague de pauvreté beaucoup plus importante que celle que nous connaissons dans notre pays, nous avons été protecteurs. Et c'est au fond, pour les Français, aussi la conviction que notre modèle de sécurité sociale, de protection sociale, et un petit peu finalement les impôts que nous payons, et qui parfois nous font râler, eh bien, ils permettent justement d'assurer cette protection collective. Mais ce système, pour dire les choses gentiment, il est déficitaire. Vous avez parfaitement raison de le signaler. Oui, quand on dépense, forcément, au bout d'un moment, on a beaucoup moins d'argent. Et donc, il faut pouvoir renflouer les caisses, ce qui nécessite d'avoir un agenda social avec des réformes sociales. Il est question, par exemple, des retraites. Je vois Edith Chevrillon qui est prête à rebondir, donc je vais la laisser poser sa question. Qui est prête. Absolument, vous avez raison de dire que les caisses sont vides, c'est le moins qu'on puisse dire, Olivier Véran. Donc, la retraite, le retour, en tous les cas, si on croit les propos du président de la République, et encore Bruno Le Maire ce matin, c'était un des points de crispation, on sait, avec les Français. Cette réforme des retraites avant le retour, est-ce que vous êtes pour? Est-ce qu'on va le faire avant la fin de ce quinquennat? D'abord, en termes très simples, il n'y a pas une, mais au moins deux réformes des retraites. Il y a ce qu'on appelait la réforme structurelle. Je ne suis pas sûr que ça parle à grand monde, mais la réforme structurelle, c'est en gros le régime à points, c'est-à-dire suppression des régimes spéciaux. Et on réforme en profondeur le fonctionnement même de nos retraites pour en garder le principe auquel sont attachés les Français, mais à le rendre plus juste. C'était l'objet de la réforme qui avait été examinée en première lecture au Parlement. Le président de la République a annoncé que cette réforme serait modifiée pour la rendre plus accessible, plus compréhensible et plus acceptable par les Français, à un moment où on sort d'une crise sanitaire sans précédent. Et la deuxième réforme, c'est ce qu'on appelle la réforme paramétrique. Ça, c'est purement budgétaire, c'est-à-dire on fait en sorte qu'il y ait autant de recettes que de dépenses. Vous gérez votre budget et donc vous faites en sorte de ne pas dépenser plus d'argent que d'argent qui rentre. Et ça, comme nous faisons le choix, et nous ferons encore le choix dans la durée, de ne pas toucher aux impôts des Français, ça signifie travailler sur la durée de travail. Donc on y va, mais on joue sur quoi? D'abord, moi je souhaite que nous ayons... Je souhaite d'abord que, de la même manière en fait, sans faire des parallélismes à tout prix, mais de la même manière que les Français ont réussi à appréhender un objet extrêmement complexe qui était la gestion d'une épidémie,
Je souhaite que, en toute transparence, et loin des postures idéologiques des uns et des autres qui vont vouloir évidemment en faire une espèce de combat politique et créer du désordre social, on puisse présenter très clairement et très simplement les choses aux Français en leur disant voilà les choix qui sont devant nous et il y a une nécessité absolue de devoir réformer ce système des retraites pour pouvoir le rendre pérenne. Nous attendons des rapports, avec des rapports financiers, qui vont nous permettre de savoir à combien s'élève le trou des retraites et quel serait l'impact de telle ou telle décision que nous prendrions. À partir du moment où nous aurons ces rapports, on pose les choses sur la table et on a un débat, s'il vous plaît, le plus serein possible. Je sais que quand on dit retraite, vous avez à la gauche de la gauche les gens qui se frottent les mains en disant on va mettre le chaos, on va mettre tout le monde dans la rue, et à la droite de la droite, et à la droite tout court d'ailleurs, des gens qui vont dire vous n'irez jamais assez loin, nous serions, avant même qu'on ait commencé à parler. Moi j'invite juste les uns et les autres à se dire on a une responsabilité collective, celle de faire en sorte que ce système de sécurité sociale, auquel nous sommes tant attachés et qui a montré toute sa valeur pendant la crise sanitaire, on soit tous assez matures, quelles que soient les idées qu'on peut porter, et quelles que soient les échéances politiques qui sont devant nous, pour dire, pour les Français, et pour la maturité du débat public, on va faire ça calmement. Vous savez que ça n'arrivera pas. Je ne désespère, surtout à moins je ne désespère jamais, et en tout cas, je crois les Français beaucoup plus matures qu'une partie de leur classe politique. Olivier. Il y aura une conférence sociale, c'est l'Élysée qui laisse entendre qu'au début de l'été, justement, pour mettre les choses à plat, pour parler sereinement de ce sujet dont on sait qu'il est très épidermique, il pourrait y avoir ce sommet social qui pourrait permettre de mettre les partenaires sociaux autour de la table. En tous les cas, j'ai parlé réforme structurelle, réforme paramétrique des retraites. On pourrait parler de la réforme de l'autonomie, de la dépendance. Il y a la réforme qui est nécessaire pour aider les jeunes qui n'ont pas d'emploi, pas de boulot, qui sont loin de tout, de pouvoir avoir quand même une garantie de financement et surtout qu'on les accompagne vers le chemin de l'emploi ou de la formation. Toutes ces questions-là, elles sont devant nous. Elles sont à très court terme. Oui. Donc, quelles que soient les modalités qui seront retenues par le président de la République ou par le Premier ministre, il est important que nous ayons ce débat carte sur table avec les Français et de la manière, encore une fois, je le dis, la plus apaisée possible. On n'a pas le choix. On sera obligé de porter des réformes de toute façon pour équilibrer les finances publiques et faire en sorte que s'il y avait une pandémie dans 20 ans, nos enfants ne nous regardent pas en disant qu'est-ce que vous avez fait de notre système, vous avez été irresponsable. Vous dites on n'a pas le choix, mais vous aurez des choix à faire parce que le temps parlementaire ne vous suffira pas pour faire passer ces trois grandes réformes. Sur la loi grand âge, l'autonomie, où est-ce qu'on en est concrètement? Parce que le texte avait été présenté fin 2019 et puis c'est une grosse promesse présidentielle. On en est où aujourd'hui sur ce sujet? Nous y travaillons d'arrache-pied avec un projet de loi qui est un projet de loi qui va permettre de développer la prise en charge au domicile plus longtemps des personnes âgées, qui va être plus solidaire, notamment pour les aidants, qui va améliorer les conditions de prise en charge, d'accompagnement plutôt que de prise en charge des personnes âgées en établissement, qui continue de moderniser ce qu'on a fait avec le Ségur déjà de la santé et de l'autonomie. Et donc ce projet de loi, il pourrait être mature et présenté au courant de l'été, de manière à pouvoir potentiellement être examiné à la rentrée. C'est un choix qui n'a pas encore été opéré sur le plan du calendrier, mais nous y travaillons et nous nous concertons. Encore une fois, c'est ce qui est devant nous. Il n'y a pas beaucoup à attendre maintenant et les Français connaîtront l'agenda social. Ça serait compatible avec un gros texte de retraite? On peut faire passer. On n'est pas obligé de corréler les deux, on n'est pas obligé de les dissocier non plus. Tout est possible, encore une fois. Là-dessus, je suis très pragmatique. Et je ne considère pas comme ce que vous dites dans votre question, comme s'il nous restait que quelques mois. Moi, je considère qu'il nous reste quelques mois et 5 ans supplémentaires. Donc les réformes ne vont pas s'arrêter en janvier 2022. Il est urgent de continuer. Le président de la République a été élu sur un programme de réforme, de transformation du pays. On ne s'est jamais caché derrière la nécessité de réformer le pays. On n'a jamais reculé. Donc ça ne va pas commencer maintenant. Il y a un projet de loi qui est de retour demain à l'Assemblée nationale. C'est le projet de loi bioéthique avec au cœur des discussions la PMA pour toutes. Je vais rappeler que le texte est arrivé la première fois devant les parlementaires en 2019. Il y a eu des centaines d'amendements apportés par l'opposition. Pardon ? Des milliers. Oui, c'est pour ça que je dis des centaines et des centaines. Est-ce que vous pouvez assurer aux couples de femmes qui vous regardent que votre majorité, celle à laquelle vous appartenez, leur permettra d'avoir un enfant? Oui. Il y a un débat parlementaire, il y aura un vote des parlementaires. Enfin, ils se sont exprimés déjà 2 fois à l'Assemblée nationale, favorablement. La semaine dernière, favorablement en commission. Le texte va arriver au bout de son examen, là, avec l'Assemblée nationale à partir de demain, le Sénat d'ici fin juin. Dernière lecture rapide à l'Assemblée en juillet. On promulgue le texte quand il est voté. Et j'ai demandé à mes équipes de travailler en temps masqué pour que les textes d'application puissent sortir très rapidement et que les femmes qui attendent ce droit nouveau puissent en bénéficier le plus tôt possible. Donc c'est une garantie? Oui. Edwige. On parle des salles de shoot, parce que dans certains quartiers, on sait qu'il y a des salles de shoot qui se sont installées, qui ont été mises, et qui, pour les habitants, ce n'est pas évident de cohabiter avec ces drogués. En même temps, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le ministère de la Santé, et vous-même, le ministre de la Santé, vous souhaitez pérenniser ces salles de shoot parce qu'elles donnent des résultats plutôt concluants?
Les salles de consommation à moindre risque, c'est plus joli que salles de shoot. Oui, mais enfin bon. Ce n'est pas une négation de la lutte contre le trafic de drogue, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques. C'est tenir compte du fait que si vous êtes capable de me citer un pays dans lequel il n'y a pas de consommation de drogue, c'est que vous êtes très fort parce qu'on consomme de la drogue partout, y compris dans les pays dans lesquels vous êtes condamné à mort si vous en consommez. On lutte contre le trafic, on lutte contre les conduites à risque, conduite automobile sous l'emprise de stupéfiants, on lutte avec acharnement contre l'entrée dans la drogue des plus fragiles et notamment des enfants. Et à côté de ça, on a des structures d'accompagnement, vous le savez, des substitutions aux drogues, etc. Et vous avez encore un public très marginalisé, souvent des SDF, qui se droguent dans la rue. Et vous avez donc des seringues dans la rue. Vous avez ces personnes-là qui ont des taux d'hépatite C, d'hépatite B, de sida qui sont très élevés et qui peuvent le transmettre. Et vous avez de l'insécurité, de l'insalubrité, et c'est dangereux pour eux et pour les autres. Les salles de consommation à moindre risque, vous seriez surprise de savoir que ça existe depuis plus de 40 ans chez nos amis suisses. Qu'il y en a plus d'une centaine dans l'Union européenne. J'entendais sur une chaîne concurrente hier, je zappais rapidement, un élu de droite qui faisait campagne pour une élue de droite et qui disait « Depuis qu'il y a une salle qui est ouverte à Paris, toute l'Europe vient se droguer à Paris ». Il y a 300 ou 400 consommateurs très marginalisés qui y trouvent là la possibilité d'avoir des seringues propres, on ne leur donne pas de drogue. Donc on peut vous êtes tester pour la la drogue pérennisation. J'ai demandé une enquête de l'INSERM qui me dit il y a moins de contamination à l'hépatite B et à l'hépatite C, il y a moins de seringues sur la voie publique, il y a moins d'insécurité dans les alentours et c'est coût efficace, c'est-à-dire pour 1 euro vous mettez, vous en économisez 5 ou 10 de prise en charge que vous ne faites pas de maladies chroniques par ailleurs. Il y a une salle qui semble poser aucune difficulté, c'est celle de Strasbourg. C'est le travail des collectivités de faire en sorte que la salle soit bien positionnée quand elle existe, qu'elle soit concertée avec les riverains et que les choses se passent bien. Je constate qu'on a 2 salles en France quand il y en a plus d'une centaine en Europe. Je suis forcément à titre personnel favorable, ce n'est pas encore arbitré, nous aurons à en discuter sous la responsabilité du Premier ministre. Je trouve que c'est un dispositif qui, encore une fois, accompagne la politique de lutte contre les stupéfiants et qui, je dirais, avec humanité, accompagne des personnes qui sont loin de tous les dispositifs de soins les plus classiques. Alors un sujet connexe qui est notamment porté par la députée LREM du Loiret Caroline Janvier qui propose de mettre en place une légalisation encadrée du cannabis en pointant du doigt l'échec des politiques répressives sur ce sujet-là. Est-ce que vous y êtes favorable, Olivier Véran ? Vous connaissez la position du gouvernement sur la question. Le gouvernement est défavorable à la légalisation ou à la dépénalisation du cannabis avec... Moi, je vais mettre Pourtant, encore une fois. C'est une députée de votre majorité qui porte ce sujet. Je vous donne la position gouvernementale et qui est la position que je suis. Nous avons, en mon sens, à mettre encore une fois l'accent sur. Si je devais faire un distinguo, je ferais un distinguo entre 2 situations. La situation du jeune qui, avant d'aller au lycée ou au milieu de sa journée au lycée, va fumer un joint et qui va être dans la pragmatisme, qui est en échec, en difficulté. Et là, il faut faire de la prévention beaucoup plus forte que ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense que sur la prévention, on peut faire mieux et on doit faire mieux. Je compare ça, je distingue ça de la situation d'un quadra ou d'un quinca qui se retrouve avec ses amis et qui, une fois par mois, va consommer de façon occasionnelle. Lui n'est pas en danger de la même manière. Dans toutes les situations, vous avez le recours au trafic clandestin, qui est un vrai problème et qui gangrène les quartiers. Et donc, vous avez plusieurs solutions qui peuvent être apportées. Ce que nous disons, c'est que nous luttons contre le trafic. Moi, j'ai un regard particulier sur les consommateurs qui sont en grande difficulté avec leur consommation de stupéfiants pour les accompagner dans des parcours. Je ne pense pas que ce débat soit éteint pour l'éternité. La consommation de drogue, c'est vieux comme le monde. Il y en a encore une fois de partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut les autoriser. Je pense qu'il faut que nous ayons une position réaliste et pragmatique qui mette l'accent sur la prévention et l'accompagnement des consommateurs. Olivier Véran, les régionales départementales arrivent 20-27 juin. Le Rassemblement national est très haut dans les sondages. Est-ce que c'est en partie la responsabilité de la majorité ? Il est plus haut que lorsque vous êtes arrivé au pouvoir. Moi, je ne fais pas confiance déjà à ceux qui vivent des problèmes pour identifier les solutions. Et si je regarde depuis ma fenêtre, je constate que les alliés objectifs de Mme Le Pen partout dans le monde ont aussi été, pardon de le dire, des alliés objectifs de la diffusion du virus. Brésil ou autres pays qui ont basculé dans l'extrême droite. Je dis aux Français qu'il ne faut pas se tromper. Les élections départementales et régionales, c'est les collèges, les lycées, les associations environnementales, le planning familial, l'entreprise, l'industrialisation du pays, le tourisme, l'ouverture sur le monde. On ne confie pas ça à Mme Le Pen ou à M. Dupont-Aignan. Donc vraiment, il y a un panel de choix parmi les partis républicains que les Français peuvent faire. Attention vraiment à la menace que représente cette extrême droite aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à ma question, Olivier. Mais je vous dis que l'extrême droite, elle prospère de toute façon sur la détresse des gens, sur la peur, sur des idées fausses.
et sur parfois les vitrines et les caisses de résonance qu'ils peuvent mais avoir. si ces idées ont prospéré sous votre regard, sous votre commandement, je peux dire les choses, sous votre conduite, est-ce que ce n'est pas un problème? Je vais vous dire, ce qui fait prospérer aussi l'extrême droite, plutôt l'extrême droite, c'est une partie de la droite républicaine qui aujourd'hui a décidé de passer du flirt aux fiançailles avec l'extrême droite. Vous voyez, vous avez certains responsables républicains qui sont en train de ripolliner leur CV. C'est comme quand vous imaginez que votre entreprise va assez mal, vous vous préparez à changer de boulot, vous allez commencer à modifier un peu votre CV. Je pense à M. Pelletier par exemple. Et donc c'est cette espèce de fracture de la droite entre une droite républicaine post-gaulliste et à qui nous tendons la main parce qu'elle a vocation à travailler avec nous, et une droite qui a décidé vraiment de faire cette bascule vers quelque chose qui est antinomique des valeurs normalement des républicains. Ça participe. Ce qui participe de la montée du Front National, c'est un discours populiste à l'extrême gauche, extrêmement fort, où on voit qu'il y a de la porosité. Il y a un candidat tête de liste à une élection régionale qui vient de la France Insoumise et qui aujourd'hui représente les couleurs du Rassemblement National. Et tous ces discours très populistes, anti-européens, de repli sur soi, participent à faire monter. Et donc vous ne remettez pas en cause sur ce sujet-là? Nous sommes dans une logique de dépassement des clivages politiques. Vous le savez, c'est un secret pour personne, moi je suis un social-démocrate. J'ai été député socialiste. Je suis capable de travailler avec Grégory Doucet, qui est le maire écolo de Lyon, qui est ouvert, et je suis capable de travailler avec Christian Estrosi, qui est un maire, jusqu'ici, les Républicains de Nice, et qui est ouvert. Cette logique de dépassement, elle nous permet de nous retrouver sur des valeurs de progressisme, d'Europe, de transformation de notre pays. Olivier Véran, cette logique de dépassement, elle nous permet d'avoir un socle de valeurs en commun qui permet de transformer, de réformer notre pays. Mais un problème qui ne s'est pas amélioré, en tout cas au bout de 4 ans, c'est la fameuse question de l'ancrage local, puisque en effet, aujourd'hui, vous proposez des alliances ou des accords avec d'autres formations politiques, parce que vous n'aurez pas réussi, vous, pas vous personnellement, mais la majorité, à faire élire en grand nombre des élus lors des dernières élections municipales, environ 10 000, bien sûr, mais vous revenez aujourd'hui, au bout de, on verra à la fin du mandat, avec ce même problème, la question de l'assise locale. Reconnaissez-nous quelque chose, Olivier Beaumont, c'est que dans ces élections régionales et départementales, nous sommes un mouvement, pas un seul parti, mais un mouvement avec le MoDem, avec Agir, etc., avec d'autres, qui nous concentrons sur les enjeux des élections. Et nous parlons aux Français des enjeux pour eux des élections. Et on leur dit, voilà pourquoi vous allez voter, et voilà pour quelles idées, voilà les idées et notre projet. Vous avez à droite des candidats républicains qui, pour la plupart, au moment où ils mènent la campagne régionale, sont déjà dans une pré-campagne présidentielle. J'ai envie de leur dire, finalement, quitte à faire une primaire, ils auraient dû tous se présenter dans la même région. Au moins, on aurait su qui porteraient leurs couleurs et leurs valeurs aux prochaines élections présidentielles. On ne déviera jamais de notre ligne de conduite. Le dépassement en politique, le rassemblement des uns et des autres. Merci vous savez, beaucoup. je me mets à la place, j'étais député socialiste. Moi, j'aurais adoré, député socialiste, aller sur les marchés pour promouvoir notre bilan social, dire qu'on a mis 30 milliards d'euros sur la relance écologique de notre pays, qu'on a dédoublé les classes des petits dans les quartiers populaires, etc. C'est aussi ça, le travail qui est devant nous. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur BFM TV. Edwige, Olivier, merci à tous les deux. Philippe Gaudin, Dominique Rizet, affaire suivante. Je vous retrouve à 18h pour BFM TV. À tout à l'heure.